Bonjour à tous et bienvenue sur Vendeur TV. Comme chaque vidéo, je vais t'amener à la découverte de nouveaux lieux et de nouvelles histoires. De la petite anecdote au grand mythe, prépare-toi à voyager à travers la France avec des découvertes que tu n'as peut-être jamais imaginées. Nous sommes en 1764. La nuit est glaciale. Une fine brume recouvre les montagnes du Gévaudan. Dans le silence pesant, un cri déchire l'obscurité. Puis un autre. Au loin, des bêtes s'agitent. Les troupeaux paniquent. Un berger se redresse. Son cœur s'accélère. Quelque chose rôde dans l'ombre. Puis un hurlement. Pas un cri d'un loup, ni celui d'un animal connu. Un son plus profond, plus sinistre, presque humain. Ce n'est que le début d'une des histoires les plus terrifiantes de l'histoire de France. Celle de la bête du Gévaudan. À cette époque, le Gévaudan est une terre hostile. Une région reculée, peu peuplée, où la nature impose sa loi. Ici, les hivers sont longs et les loups nombreux. Mais en 1764, les attaques qui débutent ne ressemblent en rien à celles d'un simple prédateur. Tout commence par un premier incident. Une jeune fille de 14 ans est attaquée alors qu'elle garde ses moutons. Mais contre toute attente, elle survit. Elle décrit un animal énorme, plus grand qu'un loup, un poil épais et aux yeux rouges. Quelques jours plus tard, une autre attaque. Cette fois, la victime n'a pas la même chance. Son corps est retrouvé horriblement mutilé. Le peuple commence à murmurer. « Ce n'est pas un loup, ce n'est pas un animal ordinaire !» Les semaines passent, les attaques se multiplient. Hommes, femmes, enfants, la bête frappe partout, sans logique, comme si elle cherchait à semer la peur. À cette époque, la population est superstitieuse. On parle de punition divine, d'une créature envoyée par le diable lui-même. Certains prêtres ordonnent des prières, d'autres bénissent des balles, croyant que la bête ne peut être tuée que par une arme sacrée. Mais plus les rumeurs enflent, plus les cadavres s'accumulent. Et bientôt, cette affaire dépasse les frontières du Gévaudan et attire l'attention du plus grand pouvoir de France, le roi Louis XV lui-même. Imaginez un monde sans route pavée, sans éclairage public, sans secours possible. Une terre sauvage où les hommes survivent au rythme des saisons. Chaque hiver peut être fatal. Bienvenue dans le Gévaudan du XVIIIe siècle. À cette époque, le Gévaudan n'est qu'un petit territoire oublié du royaume de France. Perché dans les montagnes, il est couvert de forêts épaisses et de vastes plaines. Ici, la vie est dure. La majorité des habitants sont des paysans, vivant de l'élevage et de l'agriculture. Les hivers sont rudes, les routes peu praticables et les loups omniprésents. À cette époque, la vie est rythmée par les saisons et la religion. L'Église joue un rôle central et la population est profondément superstitieuse. On croit aux sorcières, aux esprits et surtout aux forces du mal. Les loups sont déjà une menace connue. Chaque année, des attaques ont lieu sur le bétail, parfois même sur des enfants isolés. Mais ce qui va frapper le Gévaudan en 1764 n'aura rien d'ordinaire. Depuis des siècles, les récits de créatures monstrueuses hantent l'Europe. Les loups-garous, les bêtes démoniaques, les châtiments divins, le Gévaudan n'échappe pas à ces croyances. Pour les habitants, une menace inconnue ne peut être qu'un signe du diable. Et si je vous disais que certains pensent encore aujourd'hui que la bête n'était pas un simple animal ? Nous sommes en juin 1764. Une jeune bergère de 14 ans est en train de garder ses moutons près de Langogne. Il fait encore jour, mais un silence
anormal envahit la plaine. Elle sent une présence, quelque chose la fixe depuis les bois. Un prédateur, mais pas un simple loup, trop grand, trop puissant. Puis, il bondit. Elle hurle. La créature la renverse, plante ses crocs dans son épaule, mais au dernier moment, ses bœufs chargent et le font fuir. Elle est sauvée, mais quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'était pas un simple loup. Quelques semaines plus tard, une autre jeune fille n'aura pas cette chance. Son corps est retrouvé dans un champ, horriblement mutilé. La scène est atroce. La gorge arrachée, le corps partiellement dévoré. Un loup trop brutal, trop organisé. Les paysans parlent déjà d'un monstre. Mais ce n'est que le début. Rapidement, les témoignages se multiplient. Ceux qui ont vu la bête décrivent un animal immense au pelage sombre, aux crocs démesurés et aux yeux rouges comme des braises. Certains parlent d'un monstre, mi-loup, mi-hyène. D'autres disent qu'il se déplace comme un félin. Mais une chose est sûre, aucun loup n'a jamais agi ainsi. La peur gagne les villageois. Désormais, personne n'ose s'aventurer seul dans les campagnes. Très vite, la rumeur s'étend. Ce n'est plus une simple bête, c'est un monstre, un démon. La terreur du Gévaudan est née. Le Gévaudan est en état de siège. Chaque semaine, une nouvelle victime. Chaque mois, une nouvelle rumeur. L'angoisse est partout. Les gens n'osent plus sortir après la tombée de la nuit. Les enfants sont enfermés. Les bergers gardent leurs troupeaux armés de lances et de fusils. Mais plus la peur grandit, plus les explications rationnelles disparaissent. Très vite, la bête n'est plus un simple animal, c'est autre chose. Dans ce XVIIIe siècle, profondément religieux, tout phénomène inexplicable devient l'œuvre du diable. Et la bête du Gévaudan ne fait pas exception. Certains prêtres prêchent que la bête est une punition divine. D'autres affirment qu'elle est possédée par un démon. Dans certaines paroisses, on organise des processions pour exorciser la forêt. Mais rien n'arrête les attaques. Les villageois commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Certains assurent avoir tiré sur la bête, l'avoir touchée, et pourtant elle n'est jamais blessée. Et si cette créature ne pouvait être tuée par une arme ordinaire? La rumeur commence à se répandre. Il faudrait une balle bénie, une balle en argent pour en venir à bout. Cette idée restera gravée dans la culture populaire et donnera naissance plus tard au mythe du loup-garou. Alors que certains croient à un démon, d'autres se posent une question plus troublante. Et si cette créature était contrôlée par un homme? Un noble aurait-il dressé un animal exotique pour attaquer les paysans? Un chasseur fou aurait-il créé ce monstre? Les rumeurs s'emballent, mais une seule chose est certaine, le Gévaudan est en proie à une terreur incontrôlable. À Versailles, le roi Louis XV reçoit un rapport troublant. Des dizaines de victimes, une créature inconnue. La population du Gévaudan est terrorisée. Le roi ne peut plus ignorer cette affaire. Une simple bête ne devrait pas résister à des chasseurs. Mais celle-ci défie toute logique. C'est décidé, le Gévaudan ne sera plus seul. La couronne de France entre en chasse. En 1765, le capitaine Duhamel est envoyé sur place avec plusieurs soldats. Leur mission, traquer et abattre la bête. Duhamel et ses hommes installent des embuscades.
traquent la créature, nuit et jour, mais chaque fois, elle leur échappe. Les balles semblent inutiles. Est-ce un loup ou quelque chose de plus grand? Face à ces échecs, le roi décide d'envoyer un expert, François-Antoine, chasseur royal officiel. En septembre 1765, après des mois de chasse, François-Antoine abat un énorme loup, un monstre de près de 2 mètres de long. On proclame que c'est la bête du Gévaudan. Le cadavre est envoyé à Versailles, disséqué devant la cour. L'affaire est classée. Mais dans l'ombre, la peur subsiste. Quelques mois après la mort du loup, les attaques reprennent, encore plus brutales, encore plus sanglantes. La population comprend alors. Ils ont tué un loup, mais pas la bête. Qui ou quoi continue de terroriser le Gévaudan? Nous sommes en juin 1767, 3 ans après la première attaque de la bête. La population est à bout, les chasseurs royaux ont échoué. Le roi a abandonné la cause. Le Gévaudan est livré à lui-même. Un homme, pourtant, refuse d'abandonner. Son nom, Jean Chastel. Jean Chastel est un personnage mystérieux, fermier, chasseur et homme profondément religieux. Il connaît chaque recoin des forêts du Gévaudan. Mais qui est-il vraiment? Un simple fermier? Un héros? Ou un homme avec un secret? Le 19 juin 67, Jean Chastel part en chasse avec un petit groupe. Il sait que la bête est proche. Il s'arrête, s'agenouille et prie. Puis, il se lève, son fusil est prêt, chargé avec des balles en argent qu'il aurait bénies lui-même. En quelques secondes, tout est fini. La bête est morte. Mais était-ce vraiment elle? Jean Chastel ramène le cadavre à son village. Il est énorme et son apparence est étrange. Certains disent que ce n'est pas un loup. D'autres pensent que ce n'est même pas un animal connu. Le corps est transporté à Versailles, mais disparaît en chemin. Aucun reste officiel de la bête n'a jamais été retrouvé. Alors, qu'a-t-on réellement tué ce jour-là? Depuis plus de 2 siècles, la mort de la bête reste un mystère. Certains pensent qu'il s'agissait d'un simple loup. D'autres parlent d'un animal exotique. Peut-être une hyène échappée d'un cirque. Et si la bête du Gévaudan avait été un prédateur dressé par un humain? Un criminel profitant de la peur pour commettre des meurtres impunis? Nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité, mais une chose est certaine, la bête du Gévaudan a marqué l'histoire à jamais. Des siècles après sa disparition, la bête du Gévaudan continue de fasciner. Mythes, complots, tueurs en série, créatures surnaturelles. Son histoire a inspiré de nombreux récits. Mais pourquoi cette légende est encore aussi populaire aujourd'hui? Pour le comprendre, il faut voir comment le mythe a été réinventé au fil du temps. En 2001, le film Le Pacte des loups, réalisé par Christophe Gans, remet la bête du Gévaudan sous les projecteurs. Mélange de films d'action, de thrillers historiques et de fantastique, il propose une vision spectaculaire de l'affaire. Mais la version du film est loin de la réalité historique. Ici, la bête est un monstre contrôlé par une société secrète, une théorie qui fascine, mais qui reste une pure fiction. Le film a relancé l'intérêt du public pour cette histoire. Et depuis, la bête est devenue une icône de la culture populaire. Au-delà du cinéma, la bête du Gévaudan apparaît dans plusieurs œuvres. Des œuvres littéraires et vidéoludiques. Dans les jeux vidéo, la bête du Gévaudan est souvent réinventée comme une créature surnaturelle, un boss à affronter. On la retrouve par exemple dans Assassin's Creed Unity
où elle est traitée comme une menace énigmatique. Certains écrivains, eux, en font le centre de récits fantastiques où elle devient un loup-garou ou une créature démoniaque. Et pourquoi la bête du Gévaudan nous obsède-t-elle encore aujourd'hui? Est-ce l'idée d'un monstre insaisissable? Une peur ancestrale des prédateurs nocturnes? Ou la fascination pour une énigme qui ne sera jamais totalement résolue? Quoi qu'il en soit, la bête du Gévaudan a dépassé son époque et continue d'exister à travers nos récits. Et si elle était toujours là, quelque part, cachée dans nos cauchemars? Qu'elle ait été un simple loup, un monstre dressé, un tueur en série ou un mythe inventé par la peur collective, la bête du Gévaudan fait désormais partie de l'histoire. Merci pour votre soutien les Vandariens, c'est grâce à vous que cette aventure continue. Alors à bientôt pour de nouvelles découvertes. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. A bientôt sur Vandar TV pour encore plus d'aventures. Et comme toujours, n'oublie pas, l'histoire continue.